Beaucoup de familles sont concernées par l'autisme avec un taux de prévalence de 1 sur 100. Qui plus est, les prises en charge proposées dans les structures n'ont jamais prouvé leur efficacité. C'est pourquoi ces familles sont allées à la rencontre de Daniel Fasquelle, député maire, alors investi dans l'autisme au niveau national. Grâce à son impulsion et à celle de Michel Leclerc, alors président du Lions Club du Touquet-Paris-Plage, les familles se sont rassemblées le 25 février 2013 pour créer une association École parentale pour enfants autistes du Montreuilois, dite EPAM, association de type loi 1901. Comme vient de nous le dire Cathy Van Denet, présidente de l'association EPEAM, M. Daniel Fasquelle, député maire du Touquet-Paris-Plage, confirme son soutien et son implication. Je voudrais tout d'abord féliciter Cathy Van Denet, les parents qui sont d'un courage exemplaire et qui se battent pour que leurs enfants aillent mieux. Et cette association parentale, c'est d'abord et avant tout l'œuvre des parents que je tiens à féliciter. Je veux aussi remercier les bénévoles. Les Touquetois sont généreux et quand on fait appel à eux, ils répondent immédiatement présents et ça a été le cas une nouvelle fois avec la création de l'école parentale pour enfants autistes du Montreuilois, puisque cette école accueille des enfants de tout l'arrondissement de Montreuil. Je voudrais aussi remercier le personnel de la ville. On ne le fait pas suffisamment, mais si cette aventure a été possible, c'est parce que spontanément, dans nos services, tous ceux qui sont intéressés par la question du handicap, par l'insertion des enfants, ont tenu à soutenir Cathy et les parents pour d'abord rédiger les statuts, créer cette école, et puis ensuite pour faire en sorte que cette école puisse occuper des locaux qui sont des locaux communaux dans les meilleures conditions. Quand on voit les progrès de ces enfants, on se dit que bien, on a eu raison de mettre en place cette école parentale pour enfants autistes du Montreuilois et que cette aventure ne fait que commencer. Il faut continuer, on a de plus en plus de demandes et j'espère bien que cette école fera des petits et que sur l'exemple de ce qui a été fait au Touquet, d'autres écoles se créeront dans le Montreuilois, dans le Pas-de-Calais et un peu partout en France. « 2004, 2007, 2008, 2012 et 2014. C'est la 5e fois que le Conseil de l'Europe condamne la France. Le Comité européen des droits sociaux a conclu en 2014 à l'unanimité qu'il y a violation de l'article 15.1 de la Charte sociale européenne révisée. En ce qui concerne le droit des enfants et adolescents autistes à la scolarisation en priorité dans les établissements, en ce qui concerne le droit à la formation professionnelle des jeunes autistes, en ce qui concerne l'absence de prédominance d'un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées, qu'il y a violation de l'article E combiné avec l'article 15.1 parce que les familles n'ont d'autre choix que de quitter le territoire national aux fins de scolarisation en milieu scolaire spécialisé, ce qui constitue une discrimination directe à leur encontre, qu'il y a violation du même article en raison du contexte budgétaire restreint appliqué au plan autisme concernant la scolarisation des enfants et adolescents autistes. Pour le bien de ces enfants, des écoles spécialisées sont donc indispensables. Et la première de ce type en France a ouvert ses portes le 21 septembre 2013. En présence de David Douillet, parrain de l'école, et de Jean-François Renard, gouverneur du Lions Club International. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation, qui me ravit, puisque j'ai retenu l'autisme, trouble vieillissant du développement, comme l'une des actions prioritaires de mon gouvernement, de notre district 103 Nord. Pour ma part, en tant que gouverneur, j'ai tenu à remettre au nom de notre district un chèque de 3 000 € au vice-président du club Francis, ici présent, au nom du président, qui le déposera dans l'urne ce soir en l'urne commune. Cette relation active entre une municipalité et un club service
quel qu'il soit, je dirais, est primordial et je vous remercie tous vivement de la favoriser. Donc merci, Monsieur le Ministre, d'être venu nous soutenir, c'est important, hein, de part le ministre. Merci, Monsieur le député maire, pour votre action nationale et locale pour l'autisme. Merci, Madame la Présidente, pour l'accueil et la prise en charge des enfants autistes et de leurs familles. Merci au Lions Club de Le Touquet-Paris-Plage pour sa participation active. L'école utilise la méthode ABA, Applied Behavior Analysis, ou analyse du comportement appliqué. Thérapie qui peut permettre d'atténuer les symptômes. Le PEAM fait appel à 2 psychologues diplômés. Pouvez-vous nous définir la méthode ABA? Donc, l'ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement, et donc l'objectif, ça va être d'augmenter les comportements appropriés et de diminuer celles des comportements inappropriés. L'autisme est-il une maladie mentale? Non, l'autisme n'est pas une maladie mentale, c'est un handicap. C'est un problème environnemental et génétique. Pas de médicaments. Non, pas besoin de médicaments pour les enfants autistes. Mais quelles sont donc les contraintes de cette méthode? Contraignant, c'est toujours pareil. Le mot, il me bloque un peu. Je trouve pas ça contraignant. Certes, c'est directif, c'est structuré. On sait quand est-ce qu'on doit renforcer, quand est-ce qu'on ne doit pas renforcer. On sait quand on doit guider, quand on doit estomper la guidance. Bref, c'est vrai que c'est plein de choses à penser en même temps. Donc je trouve ça finalement beaucoup plus lourd pour le bénévole, l'intervenant, plutôt que l'enfant. Finalement, l'enfant, on parle du comportement qu'il sait faire. On sait qu'il sait faire. Il sait faire, enfin, je ne sais pas comment détailler un comportement. Qu'est-ce qu'on apprend par exemple? Tu n'as pas une idée de comportement pour. Les lacets. Les lacets, par exemple, c'est quelque chose qu'on a appris ici. On savait qu'au début, les enfants, il y a des comportements, des prérequis comportementaux. Par exemple, d'avoir la pince, de prendre les lacets, donc quand même de discriminer les lacets, d'avoir le comportement d'imitation, d'avoir le bénévole à côté. On sait qu'ils ne savent pas faire leurs lacets. Donc finalement, on va tout décomposer le comportement et on va demander à l'enfant, dans un premier temps, la première séance par exemple, ça va être juste de prendre les lacets comme ça. Et on va renforcer ce comportement. Donc pour l'enfant, c'est quand même très simple finalement de faire pareil que l'adulte. Le lendemain, il va falloir, donc si ça c'est acquis, on va passer à l'étape suivante, on va devoir croiser par exemple. Si ça fonctionne, pareil. Là donc pour l'enfant, finalement, on lui a demandé quoi? De croiser. C'est pas compliqué pour l'enfant, on parle de ce qu'il sait faire pour vraiment monter très progressivement. C'est compliqué pour le bénévole, je trouve, plus que l'enfant. Tous les jours à l'école, chaque enfant doit pouvoir travailler avec un bénévole. Pour être bénévole, la bonne volonté et le don de soi sont certes indispensables, mais insuffisants. Il faut donc recevoir une double formation lors de séminaires animés par des intervenants extérieurs et à l'école par les psychologues. À partir du début, je vais le guider pour dévisser, je vais le guider pour prendre la bouteille, je vais le guider pour verser, je vais le guider pour poser et le dernier comportement, c'est le comportement que je vais soumettre à l'apprentissage parce que moi je vais l'aider dans toutes les étapes et l'apprentissage ça va être de prendre le verre d'eau et carte. Oui. Ok. Sachant qu'il sait lire aussi. Hein. Donc comme il va lire, à mon avis, il va lire la carte. Donc on va voir s'il trouve l'émotion globale. Donc qu'est-ce que c'est? Voir s'il le dit, est-ce qu'il le lit? Et après qu'il trouve le besoin associé. Vous vous souvenez quand vous m'avez parlé du besoin associé qui est lié à cette carte? Voir s'il arrive à me trouver quelque chose qui est vraiment en lien avec cette carte. Mais quelles sont donc les qualités qu'un bénévole doit posséder? Alors je pense que les qualités de la patience déjà, parce que ce sont des enfants à qui on demande beaucoup, donc qui s'isolent facilement, qui vivent un petit peu dans leur bulle. Et il faut beaucoup de patience, il faut les aimer. Je crois qu'à partir du moment où on travaille avec eux et on essaye de les comprendre, non pas de les juger, mais de les comprendre, on obtient beaucoup d'eux et eux nous donnent également beaucoup. Un bénévole doit-il s'investir affectivement? Ah oui, c'est indispensable. Je pense que la première qualité pour un bénévole, c'est de s'attacher. Peut-être pas trop s'attacher, parce que si on s'attache, on peut être un petit peu déçu lorsque l'enfant s'en va. C'est le cas que j'ai vécu. La première année, j'avais un enfant qui est parti à la Guadeloupe. Je l'ai eu pendant une année. Et lorsque l'enfant est parti, qu'il commençait à progresser,
Lorsque l'enfant est parti, ça a été vraiment très difficile et bon, pour lui, je ne pense pas, mais pour moi. L'école accueille tous les après-midi les enfants et les bénévoles encadrés par une psychologue. Oui. Non. L'enseignement structuré assis au bureau est un apprentissage décomposé, en séances répétées en succession rapide, jusqu'à ce que l'enfant réussisse à répondre correctement sans guidance ou aide particulière. Après. J'habite 38, allée des Peupliers. Allez, 30 minutes. Allez, Regarde-moi. 30 minutes. Allez, le peuplier. Allée des Peupliers. Allez, des peupliers. C'est bien. Une tablette. Après. Après. Le crayon. Mélina, donne-moi le crayon. Regarde-moi. Donne-moi le crayon. Regarde là. Le crayon. Donne-moi le crayon. Dans ma main. Merci Mélina, c'est bien. Oh, bravo, fais bravo. Bravo, fais bravo. Bravo. C'est bien. L'enseignement incidental s'applique partout. Il s'agit de guider l'enfant lors d'activités, de jeux, de loisirs, afin de l'aider à jouer, à expérimenter, à découvrir son environnement et, dans le cas présent, à augmenter son vocabulaire. Au cas. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Réfléchis. Au cas. Au tamis. Oui, bravo Frédéric. Tu as combien d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, recommence de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Qu'est-ce que tu veux faire? Au doigt. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir dehors, s'il te plaît. Dans l'éducation structurée, vous allez apprendre aux enfants à s'adapter à leur environnement au quotidien à partir d'images, à partir d'outils visuels. Alors que nous, à l'EPAM, on fait en sorte que l'enfant s'adapte à tous les environnements. Là, on va les aider particulièrement dans leur environnement du quotidien. Alors, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, et je traverse. Allez. Les premières études sur l'autisme ont beaucoup culpabilisé les parents. Les mères notamment ont été littéralement accusées d'être responsables du trouble de leurs enfants. Pour échapper à l'angoisse de cette horrible maman, les enfants se seraient réfugiés dans ce repli sur eux-mêmes. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'une profonde et grave erreur de compréhension du trouble, avec des conséquences qu'on ose à peine imaginer, sur la psychologie des mamans culpabilisées et de leurs familles. Pour Léo Kanner, l'autisme peut être transmis de façon génétique, mais il peut s'agir également d'une mauvaise relation entre les parents et l'enfant. Il fait remarquer que les enfants autistes sont souvent élevés par des mères manquant de chaleur. Le terme employé était « mère réfrigérateur ». Uta Frith s'est aussi penchée sur la question de la mère frigidaire. Elle pense que cette mauvaise mère peut être la femme qui privilégie sa vie professionnelle avant tout. L'autisme se révèle être une punition pour cette mère qui ne consacre pas assez de temps à son enfant. Professeur à l'université de Chicago, Bruno Bettelheim, qui s'était inventé un passé de psychanalyste à Vienne, a même ajouté une référence au camp de concentration. Dans La forteresse vide, publié en 1967, il écrit « Tout au long de ce livre, j'expose ma conviction que le facteur déterminant dans l'autisme infantile est le souhait du parent que son enfant n'existe pas. » Mais il ne fut pas le seul dans ce courant de pensée. Après Bettelheim, Lacan, Klein, Dolto déclinent de façon diverse la théorie psychanalytique sur l'autisme. Après, je dirais, le passage par la psychanalyse, on est arrivé à se poser des questions d'ordre épidémiologique. Et on s'est aperçu, notamment avec les travaux de Marion Leboyer, qu'il y avait dans les familles des spectres autistiques virtuels
plus ou moins accentuée que l'on pouvait déceler. Donc on a fait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir des facteurs génétiques. Et cette piste-là, actuellement, depuis une dizaine d'années, a beaucoup progressé. Donc ceci est une piste qui avance, qui progresse beaucoup actuellement. Mais ce n'est pas la seule. Il y a également des facteurs qui tiennent à des anomalies du cerveau. Et là, remarquez, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, parce qu'il est très possible que ce soit à cause de modifications d'ordre chimique chez l'individu qui provoquent aussi des modifications au niveau du cerveau. Mais on a trouvé, et on est en train de trouver, des anomalies très caractéristiques au niveau notamment du cervelet, au niveau de la matière blanche. Donc il y a vraiment des marqueurs qui se retrouvent d'un cas à l'autre de façon significative, statistiquement significative. Maintenant, il y a une interaction moyenne, je dirais, entre ces facteurs génétiques et physiologiques et les facteurs environnementaux, notamment les accouchements difficiles, les prises de médicaments. Il y a tout un facteur il y a toute une série de facteurs qui interviennent au niveau de la vie périnatale. Et alors, ces facteurs-là ne sont pas des facteurs déclenchants, mais ils sont des facteurs en interaction avec les facteurs génétiques et les facteurs physico-chimiques. Donc, il y a vraiment, actuellement, on pense que c'est une interaction entre des facteurs environnementaux et des facteurs biologiques. Les enfants acceptent bien mieux que les adultes leurs camarades autistes et nous l'avons vérifié au centre aéré. Vous allez choisir l'animal que vous voulez réaliser. Je ne vous impose rien, de toute manière le pliage il est le même, c'est le même principe. L'intégration permet aux autres enfants d'apprendre le respect, l'entraide et la différence. Ils comprennent quand on leur explique. C'est bon pour les parents de sentir que leur enfant a lui aussi sa place dans la société et partage les activités des autres, car ses parents ont une réelle sensation d'injustice. L'injustice, elle est déjà en premier. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ce discours qu'ont pu entendre certaines mamans d'ailleurs, comme quoi c'était de leur faute. Comme quoi, si l'enfant, ou elle les aimait trop, ou elle les aimait pas assez, mais de toute façon, c'était forcément la faute de la maman. Et ça, moi, en tant que maman, moi j'ai élevé 3 enfants, je me suis dit, mais si un jour on m'avait sorti ça, mais ça m'aurait anéanti. Et voilà, ça a été vraiment ça. Et vous ne pensez pas que l'injustice aussi, elle est pour les enfants? Alors, ça en découle. En fin de compte, je suis institutrice de formation. Et là aussi, je me suis dit, mais moi, pendant ma formation, à aucun moment, pourtant j'ai eu une formation solide de pédagogie, de psychologie, je me suis dit, mais à aucun moment, finalement, si on m'a dit, tu dois accueillir tout le monde. Oui, tous les enfants, quels que soient leurs problèmes, leurs handicaps, leurs difficultés, mais on ne m'a pas donné les clés pour le faire. Et je me suis dit, là aussi, il y a une injustice. Parce que forcément, les enseignants qui voient arriver un enfant différent, qui a des difficultés, qui va être un élément de plus au milieu de 30 enfants déjà, parfois pas toujours facile à accompagner. Mais ce qui se passe en général, c'est qu'on dit, au bout de quelques mois, dans le meilleur des cas, au bout de plusieurs années, on dit, non, votre enfant, il n'a plus sa place à l'école. Et ça, je me suis dit, mais c'est pas normal non plus. Donc c'était ça aussi ma motivation, qui en découlait après la justice auprès des... Il est certain que si d'autres enfants venaient, ça poserait problème. Alors déjà, ça poserait problème par rapport au nombre de bénévoles, parce que depuis le début, c'est la même chose. Comme c'est un bénévolat exigeant, on a dit pas plus d'une demi-journée par semaine pour chaque bénévole. Déjà ça. Et puis aussi parce que les locaux, voilà, je sais pas, vous les avez vu l'école, c'est 4 petites pièces, on peut pas, c'est difficile de mettre plus de 3 ou 4 enfants parfois en même temps, donc il va falloir pousser les murs un jour, j'espère. Je suis toujours en attente d'un don, d'un généreux
d'une généreuse personne qui pourrait nous offrir une maison ou un local, ou voilà. Et bon, on en ferait quelque chose de bien. Donc vous souhaitez un bel avenir à l'EPEM? Oui, évidemment, comme tout ce qu'on a vu naître et grandir, qu'on voit chaque année se développer. Mais bon, je suis aussi consciente que ça a ses limites par rapport au financement. Et l'usure aussi de ceux qui s'investissent depuis des années. Tout à fait, tout à fait. Vous auriez une petite conclusion pour cette antenne? Oui. Ce que je veux surtout, c'est remercier chacun des enfants que j'ai croisés parce qu'ils ont changé à jamais mon regard sur les enfants et sur le monde. Et ils nous ont tous beaucoup apporté. Oui. Ils m'ont rendue plus humaine. Ouais. L'autisme touche les enfants, mais tout autant et peut-être encore plus les parents. Par leur action, les bénévoles apportent-ils aussi quelque chose aux familles? J'espère, parce que nous, notre but, c'est de rendre l'enfant autonome, que l'enfant sache se comporter normalement, le sociabiliser. C'est un enfant qui pourra que l'on peut sortir, qui peut être avec ses camarades dans la rue, qui peut s'intégrer à l'école, c'est un enfant qui doit pouvoir, et puis en plus soulager ses parents, parce qu'un enfant qui est difficile, qui fait des colères dont on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'il fait une colère parce qu'il ne sait pas s'exprimer, il a un besoin qu'il n'arrive pas à exprimer, son seul moyen c'est la colère. Nous sommes allés à la rencontre des parents. Alors on va parler de l'arrivée de Solène. Ça, elle est née quand? Elle est comment? Solène, elle est née le 1er novembre 2003. Elle est née comme une fleur, très très facilement. C'était une enfant facile. C'était un bébé normal, elle n'avait pas de troubles particuliers. Rien du tout. Elle mangeait bien. Elle mangeait bien, elle dormait bien. Alors, elle nous regardait. Enfin, il n'y a aucun. Comment vous avez donc pris conscience que votre enfant était autiste? Quand elle a grandi, vers 18-20 mois, il y a quand même l'apparition du langage qui se fait à ce moment-là. Et tout ce que disait Solène, c'était au secours, à l'aide. C'est les premiers mots qu'elle a prononcés, c'était cela, mais elle ne disait que ça. C'était des mots qu'elle avait attrapés dans un dessin animé de Charlotte aux fraises. Et au secours, à l'aide, c'est tout ce qu'elle disait. Et elle ne parlait pas. Elle ne disait pas papa, elle ne disait pas maman. Elle disait ça pour demander quelque chose. Elle regardait dans les yeux, elle communiquait quand même avec le regard. Parce qu'il y a le rapport de la maman avec son bébé, généralement ça passe beaucoup par le regard et par le contact. Petite, je n'avais pas de soucis. Non, il n'y a rien qui m'a alertée, elle me regardait en face. Encore dernièrement, on a regardé des photos jusque 2 ans. Elle regarde les gens, il n'y avait aucun souci. Et c'est quand le langage n'est pas apparu que ça a commencé un petit peu à me... Et puis un petit peu après, sont commencées à apparaître les angoisses aussi. Oui, tout à fait. Et puis le regard aussi qui était fuyant. Aussi, les intérêts restreints, elle joue avec des jouets, elle alignait les choses, un peu classique, on voit un petit peu chez les autres enfants. Oui. Et le regard un peu fuyant, qui commençait, vers 18 mois, alors qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. On vous a jamais dit, votre enfant est autiste? Non. À quel âge on vous l'a dit? Elle était diagnostiquée en décembre 2009, elle avait 5 ans. Vous pensez que ça a été du temps perdu? Oui. Ah oui, énormément. Oui. Énormément. Oui. Et ce temps-là, on a l'impression encore maintenant de ne pas pouvoir le rattraper. Voilà. La vie de tous les jours à la maison. Qu'est-ce que c'est la vie de tous les jours à la maison? Quand elle a été diagnostiquée, elle n'a pas vraiment changé parce que... non mais votre ressenti? C'est plus facile qu'avant maintenant. Au début, c'était pas facile quand même. Moi, je me disais toujours, elle va rattraper le retard. Oui. Elle va rattraper le retard. La vie de l'espoir. Il est toujours dans cette dynamique. J'ai quantifié ça. Elle a combien de retard? Elle a un handicap de 80%, donc il y a peut-être quelque chose à rattraper. Voilà, quelque chose qui se calcule et qu'on peut rattraper. Et en fin de compte, non, je me suis aperçu, longtemps après, que ce temps-là, non, on ne va pas le rattraper. Et psychologiquement, pour votre couple, comment ça se traduit? C'est plus comme avant. Non. Ça, c'est certain. Vous vous sentez culpabilisé?
Oh, énormément. Ouais. Ah ouais. Énormément. C'est la pire des choses. Qu'est-ce qui vous culpabilisait? On culpabilise d'avoir raté quelque chose, même si c'est stupide ce que je vais dire, de ne pas avoir avant fait les bons choix, de ne pas faire les bons choix, ou peut-être de ne pas faire dans le futur les bons choix. Vous comprenez? Le fait que Solène soit le centre d'intérêt de la famille, la fratrie aussi, elle a une sœur. Oui. Donc la fratrie aussi peut en souffrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'on est toujours, on n'arrive pas à sortir de l'autisme en fin de compte. On mange autisme, on fait tout autisme. Donc forcément, pour le frère ou la sœur qui lui n'est pas autiste et qui revendique aussi son droit d'exister et puis d'avoir l'attention de ses parents, il en a forcément moins. C'est obligé. Chez une enfant de 10, 14 ans, 15 ans, on peut estimer aussi que quelque part, d'avoir une sœur comme ça, ça peut poser un problème vis-à-vis des autres. Est-ce que votre fille l'a eu? De toute façon, c'est toujours le problème dans l'autisme, c'est le regard des autres. Hein. En fin de compte, nous, ça ne nous pose pas de problème d'avoir une enfant autiste. C'est notre fille, il y a des choses à faire, elle est autiste. Bon, il y en a qui sont, je sais pas, elle est autiste. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut, c'est normal. Mais c'est les autres, en fin de compte, qui nous posent problème. On parlait de l'école, le PEAM. Bien. Qu'est-ce que vous a amené cette école? C'est une bouée de sauvetage, hein, à laquelle on s'accroche désespérément, il n'y a rien à faire. Hein. D'abord, c'est le premier endroit où on a regardé nos enfants normalement. C'est-à-dire que quand on va quelque part, il y a toujours un regard un peu de travers, pour le peu qu'elle ait un comportement un peu bizarre, un aller-retour, des choses comme ça, tout de suite on vous regarde, et nous on sait très bien ce que les gens pensent, c'est-à-dire où elle est mal élevée, ou enfin, des choses comme ça. Ou alors, on ferait bien de s'en aller avec la petite parce qu'elle dérange. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire pour des parents d'enfants qui ont ces troubles de se projeter dans l'avenir? C'est obligatoire. C'est terrifiant, mais c'est obligatoire. On fait pas de projet à long terme, hein. On fait des projets à court terme. Hein. Le long terme, pour nous, c'est un petit peu abstrait, il y a comme un brouillard. La seule considération à long terme, et c'est celle de tous les parents des enfants comme Solène, c'est que vont-ils devenir quand nous, on ne sera plus? L'avenir de ces enfants peut s'éclaircir grâce à l'EPEAM. Coïncidence? Il y a un petit Charlie à l'école. Voilà, c'est bien Charlie. Oui, super. Voilà. Bien. Range ensemble. Des arbres, une cuillère. Super. Des côtés. On va expliquer le programme. C'est le cheval longtemps. Alors. Donc on a eu 3 tablettes par Special Effect, et donc dedans on a l'application Learn Enjoy. Learn Enjoy, c'est une application qui a été faite par des personnes formées à l'ABA pour les enfants autistes notamment. Je dis pas de bêtises. Et donc du coup, en fonction des enfants et de leur niveau, du coup les enfants peuvent travailler quel que soit leur âge avec ces tablettes. Donc là on a Charlie par exemple qui travaille avec le niveau Progress. Parce qu'on a vérifié qu'en niveau basique, il maîtrisait bien tous les items. Et là, du coup, on est passé sur le niveau Progress. Et comme il y a un système de renforçateur dedans, on a un petit bonhomme qui devient jaune, qui signifie qu'il faut renforcer le comportement. Et c'est ce qui permet qu'il adore jouer à la tablette. Et il travaille finalement sans trop s'en rendre compte, sans effort. Réciter les mots jusqu'à août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août, il bloque, donc il faut guider août. Et après, il enchaîne septembre, octobre, novembre, décembre. Mais il faut guider août. Je vais vous noter. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Super, bravo. Très très bien. Alors, est-ce que tu veux un bonbon? Non, merci. Ouais, super. Et un comme ça? Non, merci. Oui, c'est bien. Alors, les jours de la... Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Hier, on était... Jeudi. Et demain, samedi. Ouais, super. C'est très très bien. Après avoir obtenu ses 10 étoiles,
L'enfant peut choisir son renforçateur. Et pour Frédéric, ce sont les maracas. Le travail peut également se faire en groupe. Regarde, tu mets le blanc dessous et le rouge au-dessus. Regarde, tu as vu ? Le blanc en dessous. Tu fais pareil ? Tu fais pareil avec les tiens, avec les tiens. Voilà. Tu mets le blanc et tu mets le rouge. Non, avec les tiens. Rémi, tu vas prendre le chien. Ouais. Simon, tu vas faire l'hippopotame. L'hippopotame, il est où? Simon. Allez. Mais le travail individuel est privilégié. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Inférieur ou égal à 20. Et alors? Tu dis là? C'est quoi ça comme chiffre? Et là? 4. Alors ça fait combien Rémi? Tiens, tu effaces? Là, vous pouvez lui donner l'étoile. Bravo Rémi! Très fort Rémi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va manger les petites saucisses. On va manger des petites saucisses. Tu me donnes combien? 7 €. Hein. C'est combien les petites saucisses, Rémi? Rémi, s'il parle, c'est avec la tablette. Ah oui, il a dit le chiffre tout à l'heure. Les enfants sont calmes et attentifs, mais des éléments extérieurs qui nous échappent peuvent parfois provoquer des crises d'angoisse que nous prenons à tort pour de la colère. Ce jour-là, Rémi avait ses raisons. Est-ce que vous pensez qu'être un homme amène une dimension supplémentaire dans les relations avec les enfants? Certainement. Certainement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes, hein, il y a une grosse majorité de femmes qui sont investies dans cette activité-là particulière, et la sensibilité est différente. La sensibilité et l'approche de l'application de la méthode ABA est différente, je pense. Il existe des groupes de parole. Sans en dévoiler le secret, est-ce que vous pouvez nous parler du principe? Alors, le groupe de parole de l'EPAM se tient une fois par mois. Hein. Il est animé par une psychothérapeute en retraite et il permet aux bénévoles, en dehors de tout encadrement, de s'exprimer librement sur le ressenti que chacun a au cours de la pratique des séances. Que pensez-vous apporter à ces enfants? De l'autonomie, une amélioration de la communication, ce qui leur donne effectivement, ce qui développe leur autonomie. Est-ce que vous avez des moments heureux ou des moments de découragement avec ces enfants? Alors des moments heureux, oui, bien sûr, quand on les voit sourire, quand on les voit comprendre, quand on les voit progresser. Les moments les plus pénibles pour nous, que ce soit hommes ou femmes, c'est quand les enfants sont en crise. Là, on a du mal, on n'est pas des professionnels, on a du mal à gérer les crises. Et c'est là où l'intervention des psychologues est primordiale. Hein. Ce sont des professionnels qui savent parfaitement gérer les crises. Mais c'est pas facile à supporter. Être bénévole, c'est une belle aventure humaine quand même. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui seraient tentés de venir rejoindre justement les bénévoles de l'école? Eh bien, c'est d'essayer, c'est de venir. C'est de venir parce que c'est très satisfaisant. C'est vraiment très satisfaisant. Ça fait faire des progrès. On fait des progrès soi-même, on fait des progrès sur soi. Et puis on découvre effectivement quelque chose qu'on ignorait et puis qu'il est important de prendre en considération et de faire progresser. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. C'est un échange gagnant-gagnant. L'autisme peut rapprocher les parents, mais également détruire les familles. Laetitia, donc vous avez un enfant qui s'appelle Tom, Voilà. qui a 7 ans et demi ou 7 ans? 7 ans. Demi. 7 ans et demi. 7 ans et demi. Bien. Quand a-t-il été détecté Très tôt. Il avait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui, c'est bien ça. Non, même pas 18 mois. Est-ce qu'il y avait déjà des signes de non-communication? Tom, en fait, avant,
enfin, je veux dire, c'était un bébé comme les autres. Ouais, c'était un enfant, il évoluait, et comme ça, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un enfant qui était comme ça dans le canapé, qui se renfermait, et j'ai pas compris. Quand il a été diagnostiqué, quel était votre ressenti de mère? C'est ça qui est intéressant. Moi, ça a été un soulagement. Parce qu'en fait, je savais pas ce qu'il avait. Je voyais au CAMS pendant 1 an, je le savais, enfin j'avais des doutes. Je me suis renseignée sur les troubles autistiques, tout ça. Et au fond, moi je savais qu'il avait des troubles du spectre autistique. Mais on a mis 1 an à me le dire. Et quand on a posé un nom sur ce qu'il avait, ça m'a soulagée parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, on sait ce qu'il a, on va pouvoir faire les prises en charge. D'accord. Vous nous avez permis d'évoquer votre cas personnel, je crois que donc vous êtes divorcé. Est-ce que vous pensez que cette situation a été génératrice de ce divorce? Ouais. Pour moi, ça a été, je pense, ouais, parce que avant, on était un couple soudé, on était une famille, on avait beaucoup de repères. Voilà, on était une famille comme les autres. Et du jour où voilà, on a appris que Tom était autiste, il y a plein de changements. Et avec tous les rendez-vous qu'on nous donne aussi, c'est 3 fois par semaine aller au CAMS. On peut plus rien prévoir en famille. On vit en fonction des rendez-vous de Tom. Et puis il y a un moment où le mari, le papa ne trouve plus sa place, même la fratrie. Moi j'ai eu mes enfants, j'ai Tom et Pauline, mes 2 premiers, qui m'ont déjà reproché de trop m'occuper de Tom. C'était ma question suivante. Je pense pas que vivre cette épreuve soit sans conséquence sur la fratrie. Non, c'est pas sans conséquence, et ça les a beaucoup, même encore maintenant. Ils ont quel âge, ces frères et sœurs? 12 ans et 11 ans. Tiens, comment ils le vivent, à votre avis? Très mal encore maintenant, parce que, et je vois, ils ont encore ce sentiment surtout sa sœur, de honte. Ouais. Si on sort et que Tom va nous faire une petite crise, là c'est le drame pour Pauline. Pauline qui a 11 ans quand même, et les copines et les parents des copines qui, bon maintenant ça va, ils savent ce que Tom a, mais ouais, c'est le jugement, et c'est pas évident du tout, c'est pas évident. Moi c'est déjà arrivé que quand on sort, elles me disent on prend Tom. Bah oui, on prend Tom. Je vais pas le laisser à la maison. Autre question qui est un peu difficile, et quand vous pensez à l'avenir, comment vous voyez l'avenir? J'y pense pas. Je vis le jour, parce que si j'avais pensé à l'avenir quand Tom avait 18 mois, franchement, je pense que... Pas tenu. Ouais, j'aurais pas tenu. Bien. Alors Tom à l'école, comment est Tom à l'école? Actuellement, il a une assistance à l'école, non? Voilà, il a une AVS. Tom, tu veux nous dire quelque chose sur l'école? Allez, viens Tom. Vas-y, dis-nous quelque chose sur l'école. Comment ça se passe à l'école? Comment elle s'appelle ton AVS? Comment s'appelle la dame? Anne-Marie. Elle est gentille? Elle est gentille. Elle t'aide un petit peu à l'école? Qu'est-ce qu'elle fait? Dis. Assieds-toi correctement. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais si tu sais, qu'est-ce qu'elle fait à l'école pour t'aider? Elle fait mes devoirs. Elle fait tes devoirs? Et est-ce qu'elle a des bonnes notes à l'école? Non? Tom, je sais bien. Bon. Il a été 3e de sa classe l'année dernière. 3e? 3e de sa classe, à savoir que c'est le seul enfant qui présente des troubles. Enfin, je veux dire, c'est quand même... voilà, c'est... On voit quand même... C'est une victoire. C'est une victoire. Et quel est votre ressenti quand vous apercevez qu'il a fait un pas en avant? Ça va être émouvant. Ouais, oui. Mais je suis heureuse. Et d'un autre côté, c'est
ce qui me fait mal, c'est de ne pas pouvoir le partager avec le papa. D'accord. Voilà, en fait, je suis... C'est une victoire, oui. Je suis super contente, mais voilà. Donc Tom, il a la chance d'avoir une maman. Voilà. Nous nous posons aussi cette question, et tant d'autres. Est-ce que vous avez des aides d'État ou communales ou régionales? Alors au niveau des subventions publiques, nous n'avons que des subventions d'ordre communal. Aucune subvention publique d'État. Donc il y a toute une partie de vos revenus qui sont aléatoires. Il y a toujours cette pression pour... Bien sûr, notre visibilité financière n'est qu'à quelques mois. Et effectivement, la partie mécénat représente environ 50% de notre budget. Cathy Van Den Hede et le Petit Prince ont raison. Il faut une maison spécialisée pour les enfants. Et les soutiens sont heureusement au rendez-vous. Et notamment le Lions Club qui organise des représentations théâtrales qui profitent des événements marquants tels que l'Enduropal pour vendre des boissons chaudes. Le Rotary Club qui a dessiné sur la plage un caddie géant composé de plus de 1000 personnes et en association avec le Touquet Automobile de Collection, un autre caddie géant sur l'hippodrome avec 150 voitures. EBTS, qui est à l'origine de la soirée blanche. L'ensemble des associations locales qui se réunissent pour une grande soirée de gala. L'hippodrome du Touquet, qui a reversé une partie des sommes recueillies lors de la réunion qui a eu lieu le jour du premier anniversaire de l'école. Même les motards vedettes ont montré leur solidarité avec l'école. Le Salon du vin au féminin, grâce à son atelier patchwork, participe aussi à l'effort commun. Toutes les idées sont bonnes, les femmes responsables ont choisi de vendre de la confiture. Sort optimiste, grâce à diverses actions, participe également. La présidente a eu l'occasion de présenter l'association au prince Albert de Monaco lors de sa venue au Touquet, car son épouse Charlène est impliquée auprès des enfants autistes monégasques. Des parents s'investissent aussi pour aider l'école. Dimanche dernier, avec votre fils Frédéric, vous avez réalisé un véritable exploit. Vous pouvez nous en parler? On s'est inscrit à l'enduro VTT en fait. C'est une épreuve 100% sable, 24 km sur la plage. Pourquoi vous êtes inscrit à cette épreuve et en mettant les panneaux de l'EPEAM sur la remorque? Nous on fait beaucoup de courses comme je vous le disais, on représente toujours les PAM pour faire la publicité de l'association, pour dire que même les enfants autistes peuvent faire du sport. Bien sûr, les enfants autistes doivent faire du sport, et notamment l'équitation, qui est une discipline aux avantages nombreux. Le contact avec l'animal, une activité au grand air, et un moment privilégié de travail avec la psychologue. Et ça, dis-moi, c'est quelle couleur ça? Vert. Oui. Et ça? Bleu. Oui. Là? Rouge. Oui. Jaune. Ouais, très bien. Et il est de quelle couleur ton pantalon? Noir. Très bien. Tu montres ta main droite? Oui. Super. Allez, on avance. En route. Vas-y, tape pour avancer. Ouais.
La gymnastique également, à condition de bénéficier d'un encadrement adapté, permet à l'enfant de progresser et de développer ses capacités. La forme physique, l'apprentissage des fonctions sensorimotrices et cognitives, la communication verbale et non verbale, et le plaisir que procure le jeu. Savoir un petit peu comment ça se passe exactement, si vous voulez. Le droit pour les personnes autistes d'avoir accès à la culture, aux loisirs, aux activités récréatives et sportives et d'en jouir pleinement est inscrit dans la charte de leurs droits. Mais quelles possibilités culturelles peut-on leur offrir? Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il est possible d'éveiller chez les personnes avec autisme une réelle curiosité culturelle. Donc au musée, notre mission pour la médiation, c'est de faciliter l'entrée au musée à tous les visiteurs. Et donc on était sensibilisés avec l'ouverture de l'école au Touquet pour les enfants autistes. C'est donc un programme que vous avez conçu pour eux. Oui, ce programme-là, c'est vraiment conçu pour les enfants de l'EPAM. Ça a été fait sur mesure et j'ai rencontré plusieurs fois Mégane pour justement mettre au point les activités qu'on peut leur proposer, puisque chaque enfant est très différent. Et donc on essaie de s'adapter au mieux à l'enfant pour qu'il puisse passer un bon moment. Est-ce qu'au musée, on peut marcher, se promener, tranquillement? Ce sont des enfants qui sont pour la plupart jamais venus au musée. Donc c'est une découverte de l'environnement, du lieu, des salles et ensuite des tableaux. Si, il y en a sur la table. Il y en a un autre aussi. Et les autres? Ils sont où les autres? Bastien. Il y a un jeu d'assimilation, on leur donne des images et ils doivent retrouver le bon tableau. Et ensuite, on a l'activité avec la valise du peintre où ils découvrent les outils des artistes, les pinceaux, les palettes de peinture, les crayons, etc. Tu me le donnes, je vais le poser. CD à côté. Ensuite, Charlie. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas plus. Après la visite, on leur propose un atelier où ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont vu, donc dessiner ou peindre. Leur proposer toujours un moment ludique pour qu'ils associent le musée à un endroit rassurant de découverte. Vous n'avez pas accueilli que les enfants de l'EPEAM au musée. Non, nous au musée, on accueille beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires, mais on avait déjà aussi accueilli des groupes d'enfants en situation de handicap, autistes ou autres. Donc on a l'habitude maintenant de travailler avec des publics divers qui ont des besoins aussi très différents. La vie de l'école est ponctuée de fêtes et de manifestations. Le Novotel du Touquet, avec le magicien Eddie Buzy, a invité familles et enfants à un goûter spectacle très apprécié. Les enfants sont repartis les bras chargés de cadeaux. Le Père Noël n'a pas oublié les enfants de l'école. L'école génère ses propres manifestations pour récolter des fonds, et notamment une braderie. Lors de la journée de l'autisme, la mairie s'est parée de bleu. Les enfants, les parents, les bénévoles et les sympathisants ont participé à la marche bleue et dessiné un cœur sur la plage du Touquet.
Un seul dessin résume l'avenir dont nous rêvons pour ces enfants. Une assemblée générale 2016 exemplaire, une présidente et un bureau qui gèrent, la salle des mariages de la mairie du Touquet trop étroite pour les participants, un rapport moral constatant une progression dans les actions, une situation financière saine malgré des recettes trop tributaires des dons qui sont, par nature, aléatoires. Heureusement que dans notre région, parents et sympathisants ont choisi de prendre leur destin en main, sinon on en serait encore à en parler. Un budget prévisionnel raisonnable adopté, une ambiance chaleureuse, des tas de projets. Les clubs services, le Lions Club du Touquet, dont je fais partie, le Rotary, ont pleinement joué leur rôle. Ils ont permis la concrétisation de ce beau projet de l'école parentale d'enfants autistes en lui donnant une chance, déjà d'exister, puis de perdurer depuis maintenant plus de 3 années, grâce à leurs dons conséquents, mais ô combien insuffisants, grâce aux dons de multiples autres associations qui ont pris le relais, heureusement, et grâce à de généreux donateurs. Mais le monde où nous vivons actuellement est semé de tant d'injustices, les causes humanistes et humanitaires sont légion, et donc les clubs services ne pourront pas continuer à diriger éternellement leur soutien vers l'EPAM, la cause étant pourtant des plus justes et des plus généreuses. Alors, nous sommes inquiets, comme tous ceux qui se sont investis depuis le début dans cette belle aventure, inquiets quant à la pérennité du fonctionnement de cette école qui pourtant a démontré toute son efficacité. Donc, monsieur le maire, comment peut-on pérenniser la stabilité financière de l'EPAM? Si l'on veut, comme ça a été fait ailleurs en France, pérenniser cette école, il sera nécessaire que l'Agence régionale de santé, l'ARS, un jour reconnaisse cette école pour ce qu'elle est et lui affecte des moyens qui lui permettront à la fois de développer ses activités, de faire appel à des professionnels plus souvent et puis surtout qui garantiront ces moyens, la pérennité de cette école, puisque tout cela reste malheureusement encore aujourd'hui très très fragile, mais la preuve a été faite que cette école était utile, que les enfants faisaient des progrès, et très franchement, on n'accepterait pas, on ne peut pas accepter que cette école ne perdure pas. Le meilleur moyen pour qu'elle perdure, c'est qu'on affecte enfin des moyens d'État, des moyens qui sont affectés ailleurs pour la prise en charge d'autres enfants et qui doivent être aussi affectés ici, au Touquet, dans l'arrondissement de Montreuil. Mieux me comprendre, c'est mieux m'aider. Mes différences sont liées à la communication verbale et non verbale, aux interactions sociales et au comportement. Comme chaque enfant, je suis unique et j'ai ma propre personnalité. Que j'ai le langage ou pas, je peux avoir des façons particulières de communiquer mes besoins, mes désaccords, mes émotions ou mes plaisirs. Mes relations aux autres sont parfois maladroites car les codes sociaux sont trop complexes pour moi. Parfois, je peux donner l'impression de ne pas avoir compris ou entendu. En fait, j'ai souvent besoin d'un temps de latence qu'il faut respecter. J'ai du mal à percevoir ce que les autres pensent. Il faut m'apprendre à avoir un comportement adapté pour m'intégrer socialement. Maintenant, vous me connaissez mieux et avec l'aide de l'EPAM, nous allons pouvoir faire un bout de chemin ensemble.